Quand on regarde la vie du haut de mes 67 ans, le passé semble à la fois infiniment lointain et étonnamment proche. Je me souviens de notre premier logement, un minuscule appartement en périphérie de Bois-Joli, où nous avons commencé notre voyage. Cela nous paraissait alors une éternité. Hugo n'était pas comme les autres hommes que j'avais rencontrés, pas particulièrement beau, mais il avait une force intérieure et une confiance en lui. Quand il parlait de ses projets, ses yeux s'illuminaient d'un feu particulier et je croyais chaque mot qu'il disait. Nous nous sommes rencontrés lors d'un salon de l'équipement industriel. J'y étais coordinatrice et il était l'un des jeunes ingénieurs présentant son concept. Hugo m'a abordé pendant une pause et au lieu de me faire un compliment, il s'est mis à parler avec passion de son invention, une vanne améliorée pour les équipements de pompage. Je me souviens avoir pensé à l'époque, quelle drôle de façon d'aborder une fille. Mais son enthousiasme était si authentique que je n'ai pu m'empêcher de sourire. 6 mois plus tard, nous étions mariés et 1 an après, Hugo quittait son emploi pour créer sa propre entreprise. Beaucoup de gens pensaient que sa décision était insensée, y compris mes parents. « Éléonore, tu te rends compte que vous allez vivre d'allocations, n'est-ce pas ?» se lamentait ma mère. Mais je croyais en Hugo et je le soutenais de mon mieux. Les premières années furent difficiles. Hugo travaillait 16 heures par jour, et je cumulais le rôle de directrice de bureau pour sa minuscule entreprise avec des emplois à temps partiel pour joindre les deux bouts. Nous économisions sur tout, sauf sur les matériaux pour ses inventions. Notre table de salle à manger était devenue une planche à dessin et notre salon, un entrepôt de pièces détachées. Mais nous étions jeunes et pleins d'espoir. La percée est arrivée la 5e année, quand Hugo a breveté son système de nettoyage de filtres industriels. Il s'est avéré 30% plus efficace que les analogues existants et moins cher à produire. Les commandes affluèrent les unes après les autres. Nous avons déménagé dans un bureau plus grand, embauché des employés, et bientôt, nous avons pu nous offrir une nouvelle maison, celle-là même où je vis encore. Antoine est né alors que l'entreprise d'Hugo était déjà florissante. Nous avions attendu longtemps pour avoir un enfant, près de 10 ans. Les médecins disaient que les chances étaient minces et nous étions presque résignés. Mais un miracle s'est produit. Hugo a pleuré en tenant son fils dans ses bras pour la première fois. Maintenant, j'ai quelqu'un à qui transmettre l'œuvre de ma vie, a-t-il dit, et il y avait une telle fierté dans sa voix que mon cœur s'est serré. Antoine était le portrait craché de son père depuis son plus jeune âge. Les mêmes cheveux sombres, le même menton volontaire, le même pli entre les sourcils quand il se concentrait sur quelque chose. Hugo aimait ce garçon et le gâtait énormément. J'essayais de m'y opposer, mais mon mari disait seulement « Ellie, je veux donner à mon fils tout ce dont j'ai été privé. » Et Hugo avait été privé de beaucoup de choses. Il avait grandi dans une famille de plombiers où chaque euro comptait et où les études supérieures n'étaient qu'un rêve. Hugo a obtenu son diplôme d'ingénieur en travaillant comme agent de sécurité la nuit et en suivant des cours le jour. Il voulait qu'Antoine ait une vie différente, insouciante et pleine d'opportunités. J'ai remarqué les signes de cet excès de gâterie quand Antoine a eu 7 ans. Pour son anniversaire, il a reçu un vélo de notre part. Pas le plus cher, mais un joli modèle. Au lieu de se réjouir, mon fils a boudé. Pourquoi pas un VTT comme celui de Pierre Dubois? Le lendemain même, Hugo est allé au magasin et a acheté ce fameux VTT. J'ai essayé d'expliquer à mon mari que céder à tous ses caprices ne serait pas bon pour l'enfant. Mais Hugo s'est contenté de sourire. Tu es trop dur avec lui, Ellie. Laisse-le profiter de la vie. Au fil des ans, ce schéma n'a fait que se renforcer. Les jouets chers ont été remplacés par des gadgets chers, puis des vêtements chers, et enfin des voitures chères. Pour son 16e anniversaire, Antoine a eu une Peugeot RCZ de sport, bien que j'ai supplié Hugo de commencer par quelque chose de plus modeste et de plus sûr. 3 mois plus tard, mon fils a détruit la voiture, s'en sortant heureusement avec seulement quelques égratignures. Hugo lui en a acheté une nouvelle, encore plus chère. Mais il serait injuste de dire qu'Antoine a grandi en égoïste gâté uniquement. Il y avait d'autres traits hérités de son père. Un esprit vif, la capacité à saisir rapidement les nouveautés, un sens de l'entrepreneuriat. À l'école, il obtenait sans effort d'excellentes notes si le sujet l'intéressait. Hugo était fier lorsque son fils remportait des concours scientifiques ou proposait des solutions inattendues à des problèmes techniques. Après le lycée, Antoine est entré dans une prestigieuse université en faculté d'ingénierie, suivant les traces de son père. Hugo était heureux. Il voyait son fils comme le successeur de son entreprise et a commencé progressivement à l'initier aux affaires. Antoine passait ses vacances d'été sur le site de production, se familiarisant avec les différents aspects du travail de l'entreprise.
Après avoir obtenu son diplôme universitaire, le fils a immédiatement pris un poste de direction dans l'entreprise de son père. Certains employés chuchotaient dans son dos à propos de cette promotion imméritée, mais Hugo était inflexible. C'est une entreprise familiale, et qui d'autre que mon fils la dirigera à l'avenir? À l'âge de 30 ans, Antoine contrôlait déjà une partie importante des opérations de l'entreprise. Bien qu'Hugo prenne encore les décisions clés, ils avaient leurs désaccords. Antoine voulait une stratégie de développement plus agressive, cherchant une expansion rapide et des profits accrus, tandis qu'Hugo adoptait une approche plus conservatrice, valorisant la réputation et la qualité. « Papa pense avec des catégories dépassées », m'a dit un jour Antoine lors d'un dîner de famille. Le monde a changé. Nous devons être plus flexibles, prendre plus de risques. La vie personnelle de son fils n'était pas aussi réussie que sa carrière. Il a été marié 2 fois et les 2 mariages se sont soldés par un divorce. Sa première femme, son amour de fac Béatrice, est partie après 3 ans de vie commune, ne supportant plus son addiction au travail et son égocentrisme. Il vit dans son propre monde où il n'y a de place que pour lui-même, m'a-t-elle dit avant de partir. Je ne pouvais pas la contredire. Sa deuxième femme, Perle, a tenu 5 ans et lui a même donné une fille, ma petite fille Lucie. Après le divorce, Antoine payait fidèlement la pension alimentaire, mais il voyait rarement sa fille, prétextant toujours être trop occupé. Cela me faisait mal de voir ça. J'aime Lucie de tout mon cœur et j'essayais de passer le plus de temps possible avec elle pour compenser l'absence de son père. Hugo n'a jamais critiqué son fils pour ses échecs dans sa vie personnelle, mais je pouvais voir une ombre de déception dans ses yeux. Il rêvait d'une grande famille, de petits-enfants courant dans la maison. Au lieu de cela, il avait un bourreau de travail qui se montrait rarement, même aux réunions de famille. Et puis il y a eu ce malheureux voyage. Hugo est revenu d'un voyage d'affaires en Allemagne avec une mauvaise toux. Juste un rhume, a-t-il balayé d'un revers de la main. Mais en une semaine, son état a empiré. J'ai insisté pour qu'il voie un médecin et notre monde s'est effondré. Cancer du poumon, stade 4. 6 mois, 1 an tout au plus, a dit l'oncologue en évitant de nous regarder dans les yeux. Hugo a pris la nouvelle avec un calme surprenant. Eh bien, ça veut dire qu'on devrait avoir le temps de finaliser les choses, a-t-il dit alors que nous rentrions du cabinet du médecin. Je sanglotais et il me réconfortait. Antoine a réagi différemment. Au début, il ne m'a pas cru, a exigé de nouveaux examens, des consultations avec les meilleurs spécialistes. Puis il s'est mis en colère contre les médecins, contre le destin, contre son père pour avoir laissé la maladie progresser. Finalement, il est tombé dans une sorte de torpeur affairiste. Plongé dans le travail encore plus qu'avant, il rendait rarement visite à son père, prétextant toujours des affaires urgentes de l'entreprise. Les derniers mois de la vie d'Hugo ont été remplis de douleurs et de médicaments, mais il essayait de tenir bon. Nous parlions beaucoup du passé, de l'avenir que nous n'aurions plus, de notre fils. Hugo s'inquiétait plus pour Antoine que pour lui-même. Il est talentueux, Élie. Très talentueux, mais il manque d'humanité, m'a dit mon mari un soir, alors que la douleur s'était un peu calmée après l'injection de morphine. Je l'ai trop gâté. Tu avais raison. Maintenant, j'ai peur qu'il fasse des bêtises sans moi. 1 mois avant sa mort, Hugo a appelé son avocat et a eu une longue conversation avec lui, seul à seul. Quand j'ai demandé la raison de cette visite, mon mari a été évasif. Je mets de l'ordre dans mes affaires, ma chérie. Je ne veux vous laisser, ni à toi ni à Antoine, le moindre problème. Hugo est parti doucement dans son sommeil, en me tenant la main, comme s'il avait simplement expiré sans inspirer à nouveau. 42 ans de mariage se sont terminés en un instant, et je me suis retrouvée seule dans une immense maison remplie de souvenirs. Les funérailles ont attiré beaucoup de monde. Hugo était respecté dans le monde des affaires. Antoine était stoïque, acceptant les condoléances, remerciant les gens pour leurs mots aimables sur son père. Je me sentais perdue, comme si une partie de moi était morte avec mon mari. Après les funérailles, mon fils est resté un moment à la maison. Nous étions assis dans la cuisine à boire du thé, en silence. Puis Antoine s'est mis à parler de l'entreprise, des contrats en cours, des plans d'expansion, des nouvelles lignes de produits. Pas un mot sur son père. Pas un mot sur notre perte. C'était comme s'il était pressé de tourner la page et de passer à autre chose. Antoine, je l'ai interrompu. Ton père vient de mourir. Ce n'est peut-être pas le moment de discuter d'affaires. Il m'a regardé avec surprise, comme s'il ne comprenait pas ce que je voulais dire. La vie continue, maman. Père aurait voulu que l'entreprise prospère. À ce moment-là,
J'ai encore mis son insensibilité sur le compte du choc, des particularités de la perception masculine du deuil. Mais les jours suivants ont montré que quelque chose avait changé dans notre communication. Antoine m'appelait au moins une fois par semaine, mais maintenant ses appels étaient rares et brefs. Il a cessé de passer pour les déjeuners du dimanche, trouvant toujours des excuses. Quand je l'appelais, il répondait avec irritation, comme si je le dérangeais de quelque chose d'important. 2 semaines après les funérailles, j'ai découvert que ma carte de crédit, liée au compte d'Hugo, avait été bloquée. Quand j'ai appelé la banque, on m'a dit que l'ordre de blocage venait du nouveau propriétaire du compte, Antoine Dubois. J'ai composé le numéro de mon fils, mais il n'a pas décroché. À la place, il m'a envoyé un SMS. Occupé en réunion. Qu'est-ce qu'il y a? Ma carte a été bloquée. Je ne sais pas pourquoi. Ai-je répondu par SMS? Oh, ça. Oui, j'ai temporairement suspendu ton accès au compte. Je dois régler les questions de succession et les finances. Je passerai ce week-end et on en parlera. Mais Antoine n'est pas venu ce week-end. À la place, il a envoyé son assistant avec une enveloppe contenant 5 000 € en espèces et un court message. Pour les frais de fonctionnement. Ce sera bientôt réglé. J'ai regardé l'argent et je n'arrivais pas à croire que mon propre fils me donnait de l'argent de poche. Comme si j'étais une parente éloignée au lieu de la femme qui l'avait mis au monde, l'avait élevé et soutenu toutes ces années. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti non seulement le chagrin de la perte de mon mari, mais aussi de la colère. De la colère contre mon fils, qui semblait avoir décidé qu'il pouvait désormais disposer de ma vie comme bon lui semblait. Mon intuition me disait que ce n'était que le début des ennuis. Cet hiver-là avait été particulièrement rude. Pas tant à cause de la météo, bien qu'il y ait eu plus de neige que d'habitude, mais à cause de la solitude écrasante qui semblait remplir chaque recoin de la maison que nous partagions, Hugo et moi. 3 mois sans lui. 3 mois à me réveiller dans un lit vide et à préparer machinalement le petit déjeuner pour 2 avant de réaliser mon erreur. La maison avait besoin d'entretien. La vieille gouttière était bouchée. Il y avait une fuite dans la cave. Une des planches du porche était pourrie et grinçait dangereusement. Hugo s'occupait de tout ça. Et si quelque chose était trop difficile pour lui, il appelait un ouvrier. Maintenant, tout reposait sur mes épaules et je me sentais impuissante. J'ai appelé Antoine dans l'espoir d'obtenir de l'aide. Après une longue sonnerie, il a finalement répondu, mais sa voix semblait impatiente. « Maman, je suis en réunion importante. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis désolée, chérie, mais j'ai des problèmes avec la maison. La gouttière est bouchée, il y a de l'eau dans la cave. Maman, a-t-il interrompu? Appelle un service de dépannage. Ils s'en occuperont. Mais Antoine, je ne sais pas qui appeler. Ton père a toujours. Cherche sur Google, maman. On trouve tout sur Internet maintenant. Écoute, je dois vraiment y aller. Je te rappelle plus tard. » Il a raccroché et je suis restée là, le téléphone à la main, me sentant vieille et inutile. Bien sûr, j'aurais pu trouver un service, mais ce n'était pas la question. Je voulais le soutien de mon fils, sa présence, le sentiment que je n'étais pas seule au monde. Antoine n'a pas rappelé ce jour-là, ni le lendemain. J'ai trouvé un plombier et un menuisier par moi-même, payé avec l'argent qu'il m'avait laissé. La somme diminuait, et aucun nouvel argent n'arrivait. L'avocat d'Hugo a dit que la procédure de succession prendrait du temps et qu'en attendant, je devais vivre sur ce que j'avais. Le week-end, alors que le soleil était revenu et que la neige commençait à fondre, on a frappé à la porte. J'ai ouvert, m'attendant à voir ma voisine Martine, la seule personne qui me rendait visite régulièrement depuis la mort d'Hugo. Mais c'était Antoine, impeccable dans son manteau coûteux et avec sa mallette en cuir. « Salut, maman », a-t-il dit en entrant dans la maison sans y être invité. J'ai pensé passer voir comment tu allais. J'étais heureuse de le voir malgré son ton froid. J'ai vite fait du thé et sorti les biscuits que j'avais préparés la veille. Antoine était assis dans le salon, regardant quelque chose sur son téléphone, et n'a levé les yeux que lorsque j'ai posé le plateau sur la table. « Comment va le travail ?» ai-je demandé, essayant d'engager la conversation. « Tendu », a-t-il répondu. « Je suis en train de nettoyer une partie du désordre de père. Tu sais, ses méthodes de gestion avaient 10 ans de retard. L'entreprise perdait de l'argent à cause de l'inefficacité. J'ai été blessée par la façon dont il parlait de son père, comme s'il était un manager incompétent, et non l'homme qui avait bâti une entreprise à partir de rien et l'avait dirigée avec succès pendant 4 décennies. Ton père a construit cette entreprise. Oui, à partir de rien, je sais,
a interrompu Antoine. Mais les temps changent, maman. Ce qui fonctionnait dans les années 80 ne fonctionne plus maintenant. J'ai dû licencier un quart du personnel, rationaliser les processus, renégocier les contrats avec les fournisseurs. Tu as licencié des gens. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mais beaucoup de ces personnes ont travaillé avec ton père pendant des décennies. Les affaires ne sont pas une œuvre de charité, a-t-il dit. Si une entreprise n'est pas rentable, elle meurt. Je ne vais pas laisser ça arriver. Je me suis tue, réalisant qu'il ne servait à rien de discuter. Antoine a fini son thé et m'a finalement regardé. Maman, je suis venue te parler de ta situation financière. Ma situation financière? Ai-je interrogé. Oui. Tu vois, la procédure de succession s'éternise. Il y a quelques nuances dans le testament de mon père que mes avocats sont en train d'examiner. En attendant que ce soit résolu, nous devons être économes. Économes. Ma voix tremblait. Antoine, j'ai à peine de quoi joindre les deux bouts avec l'argent que tu m'as laissé. La maison a besoin de réparation. Les factures de chauffage ont augmenté. C'est justement de ça que je voulais te parler. Il a ouvert sa mallette et en a sorti un dossier de papier. Cette maison est trop grande et trop chère à entretenir pour une seule personne. Tu as besoin de quelque chose de plus petit, de plus simple. Je le fixais, n'en croyant pas mes oreilles. Tu me suggères de vendre la maison? La maison où ton père et moi avons vécu pendant 40 ans? La maison où tu as grandi? C'est une solution pratique, maman. Il me parlait comme à une enfant. Avec les recettes, tu pourrais acheter un appartement confortable en ville et il te resterait encore de quoi vivre. Je ne déménagerai nulle part, ai-je dit fermement. Cette maison fait partie de moi, de ma vie avec Hugo. Antoine a soupiré avec une irritation évidente. Maman, sois raisonnable. Garder cette maison est un gaspillage d'argent. De plus, elle vaut plus que jamais maintenant. Les agents immobiliers disent que le quartier est en plein essor. Tu as déjà consulté des agents immobiliers? Je sentais le ressentiment monter en moi. Sans que je le sache. J'explore juste mes options, a-t-il haussé les épaules. En tant qu'exécuteur testamentaire, il est de ma responsabilité d'envisager toutes les possibilités. Exécuteur testamentaire. C'était la première fois que j'entendais ce terme. Depuis quand? Depuis que le testament de mon père a été ouvert. Antoine a commencé à rassembler les documents dans sa mallette. Mais nous discuterons des détails plus tard, quand les papiers seront prêts. En attendant, je vais te laisser un peu plus d'argent pour les dépenses courantes. Il a posé une enveloppe sur la table. Mais s'il te plaît, économise. Les temps sont durs en ce moment. Il s'est levé, signalant que la conversation était terminée. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte, me sentant anéanti et trahi. Mon fils, ai-je dit alors qu'il était déjà sur le seuil. Ton père aurait voulu que tu prennes soin de moi. Quelque chose a brillé dans ses yeux, de l'irritation ou de la culpabilité, mais cela a vite disparu. C'est ce que je fais, maman, à ma façon. Après son départ, je suis restée longtemps assise sur la véranda, à regarder le jardin enneigé. Hugo avait tant aimé ses arbres, il les avait plantés un par un, les avait soignés, avait taillé les branches. Comment pourrais-je vendre tout cela? Comment pourrais-je trahir le souvenir de notre vie? L'enveloppe contenait 3000 €, moins que la dernière fois. Cela couvrirait à peine les dépenses d'un mois pour la maison. Le soir, mon amie Martine a appelé, m'invitant à prendre une tasse de thé. Elle habitait à 3 maisons de la nôtre et était l'une des rares personnes à me rendre visite régulièrement depuis la mort d'Hugo. J'ai accepté, réalisant que j'avais besoin de parler. Martine m'a accueilli avec des pâtisseries fraîches et un regard compatissant. Elle connaissait notre famille depuis de nombreuses années. Nos enfants avaient grandi ensemble, et nous avions partagé nos joies et nos peines. Maintenant, quand je lui ai raconté la visite d'Antoine, elle a secoué la tête. Éléonore, tu devrais consulter un avocat indépendant. Le comportement d'Antoine me semble suspect. Tu penses qu'il cache quelque chose? Ai-je demandé, sentant mon anxiété grandir. Je ne sais pas, a dit honnêtement Martine. Mais dans ce genre d'affaires, il vaut mieux être prudent. Hugo était un homme intelligent. Il n'a pas pu te laisser sans ressources. Le lendemain, j'ai appelé Michel Hamon, un vieil ami d'Hugo et propriétaire de son cabinet d'avocat. Bien qu'il n'exerce plus lui-même, il pouvait me recommander un bon spécialiste. Éléonore, c'est bon de t'entendre.
Sa voix était chaleureuse et concernée. Comment vas-tu? Pas très bien, Michel, ai-je admis. Il y a des problèmes avec la succession d'Hugo. J'ai besoin de consulter un bon avocat. Bien sûr, a-t-il dit immédiatement. Viens au bureau demain. Je demanderai à Pascale Morin de te recevoir. Elle est spécialisée dans les affaires de succession. Le lendemain matin, je me suis rendu au bureau de Michel. Pascale Morin était une femme menue avec un regard perçant et des manières déterminées. Après avoir entendu mon histoire, elle a froncé les sourcils. Madame Dubois, tout cela est très étrange. Normalement, une veuve a droit à au moins une partie de la succession de son mari, quel que soit le contenu du testament. Avez-vous vu le testament? Non. J'ai secoué la tête. Antoine a dit que ses avocats travaillaient encore sur certains détails. C'est encore plus suspect. Pascal a tapoté son stylo sur la table. Le testament devrait être ouvert et lu peu de temps après le décès. Cela fait déjà 3 mois. Savez-vous qui était l'avocat de votre mari? Julien Pierre, ai-je répondu. Il a travaillé avec Hugo pendant de nombreuses années. Je vais prendre contact avec lui, a acquiescé Pascal. En attendant, ne signez aucun document que votre fils pourrait vous proposer. Aucun. Je suis rentré chez moi avec le sentiment d'avoir pris la bonne décision. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je n'étais pas seul dans mon combat. Une semaine plus tard, Pascal m'a appelé. Madame Dubois, j'ai des nouvelles intéressantes. J'ai parlé à Julien Pierre. Il a dit que le testament de votre mari contient bien des clauses inhabituelles, mais il a refusé d'entrer dans les détails par téléphone. Cependant, il a été très surpris d'apprendre que vous aviez été tenu dans l'ignorance. Selon lui, la lecture formelle du testament est prévue pour le 15 du mois prochain, dans 3 semaines. Vous auriez dû recevoir une convocation. Je n'ai rien reçu, ai-je répondu, confuse. Julien affirme avoir envoyé des convocations à vous et à votre fils il y a 2 semaines, a dit Pascal d'un ton suspicieux. Madame Dubois, êtes-vous sûre que votre fils n'intercepte pas votre courrier? Cette question m'a fait réfléchir. En effet, ces derniers temps, je recevais moins de correspondances que d'habitude. La boîte aux lettres était souvent vide, même lorsque des factures ou des magazines auxquels j'étais abonné devaient arriver. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais à partir de maintenant, je vérifierai le courrier moi-même tous les jours. Bien, a dit Pascal. J'ai dit à Julien que je vous représenterai à la lecture du testament. Il a promis d'envoyer une nouvelle convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre est arrivée 2 jours plus tard. J'ai personnellement signé pour la recevoir et j'ai ouvert l'enveloppe avec appréhension. À l'intérieur se trouvait une invitation officielle à la lecture du testament d'Hugo Dubois, prévue le 15 mars au cabinet de Julien Pierre. Je n'ai pas appelé Antoine, décidant de voir s'il m'informerait lui-même de l'événement à venir. Les jours passaient et il n'y avait ni appel ni message de mon fils. Je commençais à soupçonner qu'il me cachait vraiment quelque chose. 10 jours avant la date fixée pour la lecture du testament, on a de nouveau frappé à la porte. Cette fois, c'était une femme d'âge moyen en tailleur. Madame Dubois? A-t-elle demandé. Je m'appelle Déborah Martin, et je suis de l'agence Prime Immobilier. Votre fils m'a donné rendez-vous pour une expertise de la maison. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mon fils vous a donné rendez-vous pour expertiser ma maison. Oui, madame. La femme semblait un peu embarrassée. Monsieur Dubois a dit que vous envisagiez de vendre et a demandé une première expertise pour déterminer la valeur marchande. Entrez, ai-je dit, contenant à peine ma colère. Je crois que nous devons clarifier quelque chose. Déborah est entrée dans le salon, a sorti une tablette et a commencé à consulter ses notes. Voilà, a-t-elle dit en me montrant l'écran. Une demande d'Antoine Dubois pour une expertise du bien à cette adresse. Il a indiqué qu'il était le fiduciaire du bien et qu'il prévoyait une vente dans les mois à venir. Sur l'écran, il y avait bien une lettre d'Antoine, non seulement demandant une expertise de la maison, mais indiquant également la date prévue de la mise en vente. Le 1er avril, juste 2 semaines après la lecture du testament. Mademoiselle Martin, ai-je dit en essayant de parler calmement. Je crains qu'il y ait eu un malentendu. Je n'ai aucune intention de vendre cette maison. De plus, elle m'appartient, pas à mon fils. Mais monsieur Dubois a dit. A-t-elle commencé? Mon fils n'a aucun droit de propriété sur cette maison, ai-je interrompu fermement. Et il n'en aura pas.
Je vous demande d'annuler la demande d'expertise. Déborah avait l'air confuse. Je comprends. Je suis désolée de vous avoir dérangé, Madame Dubois. Je vais informer l'agence qu'il y a eu une erreur. Après son départ, j'ai immédiatement appelé Pascal et lui ai raconté ce qui s'était passé. C'est inadmissible, a-t-elle dit avec indignation. Votre fils agit comme s'il avait déjà hérité de la propriété et en avait le contrôle total. Mais tant que le testament n'est pas officiellement lu et exécuté, il n'a aucun de ses droits. Je vais contacter son avocat et lui faire comprendre que toute action visant à disposer du bien avant la décision du tribunal sera considérée comme illégale. J'ai remercié Pascal et après avoir terminé la conversation, je suis restée longtemps assise dans le fauteuil d'Hugo, essayant de comprendre ce qui arrivait à mon fils. Comment avait-il pu changer à ce point? Ou peut-être avait-il toujours été comme ça et je n'avais tout simplement pas voulu le voir. Ce soir-là, le téléphone a sonné. Antoine, sa voix semblait agacée. Maman, c'est quoi cette histoire? Pourquoi as-tu refusé l'expertise de la maison? Parce que je ne vais pas la vendre, ai-je répondu. Et je me demande pourquoi tu as cru pouvoir disposer de ma maison sans que je le sache. Techniquement, ce n'est pas ta maison, a-t-il dit froidement. C'était celle de mon père, et maintenant elle fait partie de l'héritage que je gère. Tu ne contrôles rien avant la lecture du testament, Antoine. J'ai essayé de garder ma voix calme, même si je bouillais à l'intérieur. Au fait, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de la lecture? Il y a eu une pause au téléphone. Alors, tu sais, a-t-il dit finalement. Qui te l'a dit? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu as essayé de me le cacher. Pourquoi, Antoine? Qu'y a-t-il dans le testament de ton père que je ne devrais pas savoir? Ne sois pas mélodramatique, mère. Son ton est devenu condescendant. Je voulais juste régler les formalités sans m'embarrasser d'émotions. Tu es dans un état vulnérable en ce moment et tu n'as pas besoin de plus de stress. Merci pour ta sollicitude, je n'ai pas caché l'ironie. Mais je suis parfaitement capable de gérer mes émotions et j'assisterai à la lecture du testament avec mon avocate le 15 mars. Une avocate. Il y avait de la surprise dans sa voix. Pourquoi as-tu besoin d'une avocate? Pour protéger mes intérêts, Antoine. De toute évidence, tu as les tiens. C'est absurde, a-t-il coupé court. J'agis dans le meilleur intérêt de la famille, et si tu engages une avocate, ça ne fera que compliquer les choses et les rendre plus coûteuses. Néanmoins, c'est ce que je vais faire, ai-je dit fermement. Et Antoine n'ose plus rien faire avec cette maison. Elle n'est pas à vendre. Nous reviendrons sur cette conversation, a-t-il dit, sa voix d'acier. Après la lecture du testament. Il a raccroché et je suis restée assise avec le téléphone à la main, ressentant un étrange mélange de peur et de détermination. Quoique mon fils manigançait, je n'allais pas le laisser contrôler ma vie et la mémoire d'Hugo. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais prête à me battre. Le 15 mars était étonnamment ensoleillé et doux, comme si la nature avait décidé de m'accorder un peu de répit après ce long hiver. Je me suis réveillée tôt, avant l'aube, et je suis restée longtemps au lit, à fixer le plafond. Aujourd'hui allait décider de mon sort, du moins de sa partie financière. Pascal Morin avait proposé de passer me prendre, et j'avais accepté avec gratitude. Je ne voulais pas prendre les transports en commun ou appeler un taxi. La journée s'annonçait éprouvante, et je n'avais pas besoin de tracas supplémentaires. Au petit déjeuner, je n'ai presque rien pu avaler. Une tasse de thé et une demi-tartine grillée, c'est tout ce qui est passé lorsque la sonnette a retenti. Pascal était ponctuel comme toujours. Prête, Madame Dubois? A-t-elle demandé en me lançant un regard professionnel. J'ai hoché la tête, bien que « prête » soit le dernier mot que j'aurais pu utiliser pour décrire mon état. Nous sommes montés dans sa berline noire et avons pris la route. Ne vous inquiétez pas tant, a dit Pascal en me jetant un rapide coup d'œil. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, nous y ferons face. La loi est de votre côté. Ce n'est pas seulement la loi, ai-je soupiré. Mon fils, je ne comprends pas ce qui lui est arrivé. Comment a-t-il pu changer à ce point? L'argent change souvent les gens, a répondu simplement Pascal. Ou plutôt, il révèle leur vraie nature. Nous avons traversé le centre-ville de Boisjoli, longeant des rues et des bâtiments familiers. J'avais vécu ici toute ma vie et je me souvenais de la façon dont la ville avait grandi et changé. Voici le nouveau centre commercial, construit sur le site du vieux cinéma où Hugo et moi avions regardé des films dans les premières années de notre mariage.
voici le bâtiment de la banque où nous avions contracté notre premier prêt commercial. Chaque coin de rue ravivait des souvenirs. Le cabinet de Julien Pierre se trouvait dans un vieil immeuble en briques du quartier des Affaires. En nous garant, j'ai remarqué la voiture de sport d'Antoine à proximité. Il semblait être arrivé avant nous. La secrétaire de Julien, une jeune femme au sourire poli, nous a accueillis dans la salle d'attente. « Monsieur Pierre vous attend, Madame Dubois », a-t-elle dit. Les autres sont déjà réunis. J'ai regardé Pascal d'un air interrogateur. Les autres? Qui d'autre assiste à la lecture? A demandé mon avocate d'un ton professionnel. Monsieur Antoine Dubois et son avocat, et Monsieur Noël Templeton, a répondu la secrétaire. Noël Templeton. Je n'avais pas entendu ce nom depuis des années. C'était l'ancien associé d'Hugo. Ils avaient démarré l'entreprise ensemble. Mais après un désaccord sur la stratégie de développement de l'entreprise, Noël avait vendu sa part à Hugo et avait créé sa propre firme. Ils étaient restés en bons termes, bien qu'ils se voient rarement. Que faisait-il ici? La secrétaire nous a conduites dans une spacieuse salle de conférence. À une longue table étaient assis 3 hommes. Julien Pierre, un avocat aux cheveux gris et au regard perçant, Antoine, impeccable dans son costume coûteux, et à côté de lui un jeune homme aux yeux froids, apparemment son avocat. Près de la fenêtre se tenait Noël Templeton, un homme trapu au visage hâlé et aux yeux bienveillants. Le temps ne l'avait guère changé. Antoine m'a à peine jeté un regard quand nous sommes entrés, mais Noël s'est immédiatement levé et s'est approché, souriant chaleureusement. « Ellie, ma chère », il m'a serré dans ses bras. « Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est dommage de devoir se rencontrer dans de telles circonstances. » Hugo était un homme merveilleux. « Merci, Noël. » J'ai été touché par ces mots. C'est bon de te voir aussi, même si c'est dans des circonstances tristes. Pascal et moi avons pris place en face d'Antoine et de son avocat. Julien Pierre s'est raclé la gorge, attirant l'attention. Merci à tous pour votre ponctualité. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la lecture officielle du testament et des dernières volontés d'Hugo Dubois. Je dois noter que ce n'est pas un testament ordinaire, donc je demande à chacun d'écouter attentivement son contenu avant de poser des questions ou d'exprimer des objections. Antoine tapotait impatiemment ses doigts sur la table. Son avocat lui a chuchoté quelque chose et il a hoché la tête, ne cachant pas un sourire suffisant. « Avant de commencer, » a dit soudainement Antoine, « j'aimerais clarifier la situation pour tout le monde ici présent. En tant que fils unique et héritier, j'ai déjà effectivement pris la direction de l'entreprise et des actifs de mon père. C'est une formalité que nous devons accomplir, mais je veux que tout le monde comprenne que Dubois Industriel est maintenant sous mon contrôle, et j'ai une vision claire pour son avenir. » Julien Pierre a levé la main, l'arrêtant. « Monsieur Dubois, vous vous avancez un peu trop. Le testament n'a pas encore été annoncé, et personne, y compris vous, n'a encore été institué héritier. » C'est une technicalité juridique, a répondu Antoine avec dédain. Mon père m'a toujours préparé à hériter de l'entreprise. L'ensemble des 40 millions d'actifs de l'entreprise et de la fortune personnelle m'appartiennent de droit, et je ne laisserai personne. Il a jeté un regard dans ma direction, et pendant un instant, quelque chose comme un regret a traversé ses yeux, mais cela a vite disparu. Monsieur Dubois, la voix de Julien est devenue plus sévère. Veuillez vous abstenir de toute déclaration jusqu'à ce que le testament soit lu. Ce n'est pas seulement une formalité, croyez-moi. Il a ouvert le dossier en cuir devant lui et en a sorti plusieurs feuilles de papier. Le testament et les dernières volontés d'Hugo Jacques Dubois. Julien a commencé à lire. Moi, Hugo Jacques Dubois, saint d'esprit et de jugement, exprime par la présente mes dernières volontés quant à la disposition de mes biens après ma mort. Antoine s'est adossé à sa chaise, perdant manifestement tout intérêt pour la partie formelle. Son avocat écrivait quelque chose dans un carnet, jetant de temps en temps un coup d'œil à Pascal. Premièrement, a poursuivi Julien, je veux que toutes mes dettes et mes frais funéraires soient payés en priorité sur ma succession. C'est déjà fait, a interrompu Antoine. Julien lui a lancé un regard désapprobateur et a continué. Deuxièmement, tous mes biens, tant mobilier qu'immobilier, y compris, mais sans s'illimiter, ma participation dans Dubois Industriel, tous les comptes bancaires, investissements, titres, biens immobiliers et effets personnels, je les lègue à mon fils unique, Antoine Hugo Dubois. Antoine s'est permis un sourire suffisant et a fait un signe de tête à son avocat, comme pour dire, je vous l'avais bien dit. À la condition suivante. Julien a fait une pause et a regardé droit vers Antoine. Le sourire de son fils s'est lentement effacé. Des conditions?
a-t-il interjeté. Quelles conditions? Laissez-moi continuer, monsieur Dubois, a dit calmement Julien, et il a repris la lecture. Cet héritage revient à mon fils à la condition qu'il prenne soin de ma femme bien-aimée, Éléonore Dubois, en lui assurant une vie confortable à un niveau au moins égal à celui auquel elle était habituée de mon vivant. Cela inclut, sans s'y limiter, le maintien de son droit de résider dans notre maison familiale au 22 rue de la Falaise, à Bois-Joli, pour le reste de sa vie, en lui fournissant une pension mensuelle d'au moins 15 000 €, en payant toutes ses dépenses médicales, et en lui fournissant toute l'aide et le soutien nécessaires. J'écoutais, le souffle coupé. Hugo avait pris soin de moi comme il l'avait promis. Mais pourquoi Antoine m'avait-il caché ces conditions? Julien a tourné la page et a continué. Si mon fils viole cette condition, manque de respect ou néglige ma femme, tente de restreindre ses droits ou de dégrader ses conditions de vie, la totalité de mon héritage sera répartie comme suit. 50% de tous les actifs reviendront à ma femme, Éléonore Dubois, à sa disposition complète. La participation de contrôle dans Dubois Industriel, soit 60%, reviendra à mon ami et associé de longue date, Noël Templeton, à la condition que tous les employés travaillant pour l'entreprise depuis plus de 5 ans conservent leur emploi. Les actifs restants seront répartis entre mon fils Antoine Dubois, 30%, et la Fondation caritative des jeunes ingénieurs, 10%. Il y eut un silence dans la salle de conférence. Je promenais mon regard de Julien à Antoine, essayant de comprendre ce que j'entendais. Mon fils était assis, immobile, le visage pâle. C'est ridicule, a-t-il finalement dit. Papa n'aurait pas pu écrire ça. C'est un faux. Je vous assure, monsieur Dubois, que le testament est authentique, a répondu calmement Julien. Il a été rédigé et signé par votre père en ma présence et en présence de 2 témoins un mois avant sa mort. Votre père était pleinement conscient et sain d'esprit, comme en témoigne le rapport du docteur Webster, qui est également joint au testament. Mais c'est absurde. Antoine a frappé du poing sur la table. Comment peut-on déterminer si je manque de respect ou non? C'est subjectif. Ça ne peut pas être une base légale pour une exhérédation. Le testament prévoit également ce point, a dit Julien en se tournant vers le document pour citer. La décision de violation des termes du testament sera prise par un exécuteur testamentaire que j'ai nommé. Je nomme Julien Pierre, mon avocat et ami de confiance, comme tel. Il est de son devoir d'évaluer la situation objectivement, sur la base de faits et de preuves. Antoine a regardé Julien avec un mélange de choc et de fureur. Et vous avez déjà pris votre décision sans m'entendre, sans me donner une chance de m'expliquer? J'ai suivi les événements de ces derniers mois, monsieur Dubois, a répondu Julien. J'ai des preuves documentées que vous avez bloqué l'accès de votre mère au compte bancaire, sévèrement restreint son soutien financier, omis de l'aider pour les réparations de la maison, et de plus, pris des mesures pour vendre la maison familiale sans son consentement. De plus, vous lui avez délibérément caché des informations sur la lecture du testament. Tout cela est en violation directe des volontés de votre père. C'était des mesures temporaires, s'est exclamé Antoine. J'essayais juste de mettre de l'ordre dans les finances avant de prendre des décisions à long terme. Bloquer les comptes de votre mère et essayer de vendre la maison dans son dos peuvent difficilement être qualifiés de mesures temporaires, a objecté Julien. Quoi qu'il en soit, ma décision est prise. Les termes du testament ont été violés, donc la répartition alternative de l'héritage entre en vigueur. Antoine a bondi de sa chaise. Je ne vais pas laisser passer ça. Je contesterai le testament en justice. Papa n'était pas dans son état normal quand il a signé ça, ou il a été trompé. Il m'a jeté un regard furieux. C'était toi, n'est-ce pas? Tu l'as manipulé quand il était faible et malade. Tu connaissais ses conditions et tu m'as provoqué exprès. J'ai été choqué par ces accusations. Antoine, je ne savais rien du contenu du testament. Je ne l'ai découvert qu'à l'instant, avec toi. Mensonge, a-t-il crié. Tout était prévu. Toi et ce vieux comploteur. Il a fait un signe de tête vers Noël. Vous avez conspiré pour me prendre l'entreprise. Noël, qui avait observé en silence, a répondu calmement. Je n'avais pas vu Hugo depuis 2 ans avant d'apprendre sa maladie, et je n'ai pas parlé à Ellie jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais il semble qu'Hugo ait anticipé cette situation et ait pris des mesures. C'est un complot. Antoine a tourné son regard vers son avocat. Faites quelque chose. Est-ce légal? Le jeune avocat avait l'air confus. Monsieur Dubois, d'après une évaluation préliminaire,
le testament est correctement rédigé. Nous pouvons essayer de le contester pour cause d'incapacité du testateur, mais cela nécessiterait des preuves substantielles. Trouvez-les, a interrompu Antoine. Creusez plus profond. Papa était malade, sous de lourds médicaments. Il ne pouvait pas penser clairement. Il s'est tourné vers Julien. Et vous avez outrepassé votre autorité. En tant qu'exécuteur testamentaire objectif, vous auriez dû me parler d'abord. Écoutez ma version. J'ai essayé de vous contacter 2 fois le mois dernier, monsieur Dubois, a répondu Julien. Vous n'avez répondu ni à mes appels ni à mes lettres. De plus, les faits parlent d'eux-mêmes. Vos actions envers votre mère sont documentées. Antoine a rougi de rage. Ce n'est pas juste. J'ai travaillé pour l'entreprise pendant des années. Je la connais comme ma poche. Et maintenant, un vieil homme qui n'a rien à voir avec l'entreprise depuis 10 ans en prend le contrôle. C'est absurde. Je ne vais pas diriger l'entreprise personnellement, a dit calmement Noël. Je nommerai un conseil d'administration composé d'employés expérimentés, mais je veillerai à ce que l'héritage d'Hugo soit préservé et ses employés protégés. Antoine m'a regardé, les yeux plissés. Et toi, mère, es-tu heureuse? Tu as eu ce que tu voulais? La moitié de la fortune de ton mari sans le moindre effort de ta part. J'ai été profondément blessée par ces paroles. Antoine, je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Je voulais seulement le respect et l'attention de mon propre fils. Si tu m'avais simplement traité comme un être humain, tout l'héritage aurait été à toi. Ne me fais pas la morale, m'a-t-il lancé. Tu as toujours été du côté de ton père, le soutenant toujours, même quand il avait tort. Et maintenant, depuis sa tombe, il continue de contrôler ma vie. Pascal a posé sa main sur mon épaule en signe de soutien. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Ton père t'aimait, Antoine. Il voulait juste que tu deviennes un homme de bien. De bien selon ses critères, a crié le fils. Toujours selon ses règles, même son héritage avec des conditions et des réserves. Eh bien, ce n'est pas fini. Je me battrai. Je prouverai que ce testament est invalide. Son avocat s'est penché vers lui chuchotant quelque chose à l'oreille, mais Antoine l'a repoussé d'un geste. Non, je ne me reposerai pas. C'est un complot. Ils conspirent tous contre moi. Il a pointé son doigt vers Julien. Vous regretterez cette décision. Je vous poursuivrai non seulement pour contester le testament, mais aussi vous personnellement pour abus de pouvoir et partialité. Puis il a regardé Noël. Et toi, tu n'approcheras même pas de la porte de l'entreprise. Mes avocats obtiendront une ordonnance restrictive contre tout changement de direction jusqu'à ce que le tribunal décide. Finalement, il m'a regardé, et dans ses yeux, je n'ai pas vu un fils, mais un étranger, un homme en colère. Et je n'en ai pas fini avec toi, maman. Tu m'as trahi. Tu aurais pu tout arrêter, mais tu as choisi l'argent. Maintenant, n'attends plus rien de moi. Ni aide, ni soutien, ni même le respect le plus élémentaire. Tu n'existes plus pour moi. Sur ces mots, il est sorti en trombe de la salle de conférence, claquant la porte si fort que les vitres ont tremblé. Son avocat, en s'excusant, s'est précipité après lui. Un lourd silence a pesé dans la pièce. J'étais assise là, abasourdie par ce qui venait de se passer, incapable de croire que mon propre fils venait de me renier. Je suis désolée de ce qui s'est passé, Éléonore, a dit doucement Julien. Hugo espérait que cela n'arriverait pas, que les termes du testament feraient réfléchir Antoine et changeraient son comportement. Il ne nous a pas laissé le choix, a ajouté Noël en s'approchant de moi. Mais ne t'inquiète pas, nous pouvons gérer ces menaces. Je m'occuperai de l'entreprise comme je l'ai promis à Hugo. Pascal m'a serré la main. Madame Dubois, Antoine est furieux maintenant et dit des choses qu'il pourrait regretter plus tard. Laissez-lui le temps de se calmer. En attendant, nous devons nous préparer à un éventuel procès. Bien que je doive dire que ses chances de contester le testament sont minimes. J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Mon cœur se brisait de douleur et de déception. J'avais gagné la sécurité financière, mais j'avais perdu mon fils. Cela en valait-il la peine? Julien a rassemblé les documents et nous a remis à Noël et à moi une copie du testament. Dans les prochains jours, nous rédigerons les documents nécessaires au transfert des actifs. En attendant, Éléonore, je vais immédiatement restaurer votre accès à vos comptes bancaires et m'assurer que votre pension vous soit versée comme indiqué dans le testament. Merci, ai-je répondu doucement, en acceptant les papiers.
Nous sommes sortis du bâtiment par une journée de printemps ensoleillée. La voiture d'Antoine n'était plus sur le parking. J'ai fixé la place vide et j'ai senti un vide grandir dans mon âme. J'avais encore l'argent et la maison, mais il me semblait que j'avais perdu ma famille pour toujours. La semaine qui a suivi la lecture du testament s'est écoulée dans une étrange torpeur. J'errais dans la maison vide, accomplissant mécaniquement les tâches quotidiennes, mais mes pensées revenaient sans cesse à ce jour terrible et aux derniers mots d'Antoine. « Tu n'existes plus pour moi. » Comment mon fils, que j'avais porté, élevé, aimé inconditionnellement, pouvait-il prononcer de tels mots? Julien a tenu sa promesse. Le lendemain de la lecture du testament, j'ai reçu un appel de la banque m'informant que mon accès à mes comptes avait été restauré. Un nouveau compte avait été ouvert à mon nom, et une somme impressionnante y avait été déposée. Le premier versement de mon héritage. J'ai regardé les chiffres sur le relevé bancaire et je n'arrivais pas à croire que c'était maintenant mon argent. En 40 ans de mariage, je n'avais jamais géré de telles sommes par moi-même. Je n'avais aucune nouvelle d'Antoine. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il ne répondait pas. J'ai même conduit jusqu'à sa maison, une luxueuse demeure dans le quartier chic de Bois-Joli, mais le concierge m'a dit que M. Dubois lui avait donné l'ordre de ne pas me laisser entrer. Le 10e jour après la lecture du testament, j'ai reçu un appel de Pascal Morin. « Madame Dubois, nous devons nous rencontrer. Votre fils a intenté une action en justice pour contester le testament. » Je m'y attendais, mais j'ai quand même senti mon cœur se serrer. « Pour quel motif ?» ai-je demandé. « Il prétend que votre mari était en état d'incapacité au moment de la rédaction du testament, en raison de sa maladie et de médicaments puissants. Il y a aussi des insinuations dans la plainte selon lesquelles le défunt aurait subi des pressions. Il vous accuse implicitement, vous et Noël Templeton. » « Ce n'est pas vrai, me suis-je exclamé. Hugo était sain d'esprit jusqu'à ces derniers jours, et je ne connaissais même pas le contenu du testament. « Je vous crois, Madame Dubois, m'a rassuré Pascal. Et le tribunal vous croira probablement aussi. Nous avons un rapport médical prouvant que votre mari était légalement capable au moment de la rédaction du testament. Mais nous devons nous préparer à une longue bataille judiciaire. » Le lendemain, au magasin, j'ai été abordée par Monique Petit, la femme de l'un des plus anciens employés d'Hugo. « Éléonore, c'est si bon de te voir. » Elle m'a pris le bras. « Comment tiens-tu le coup, ma chère ?»« J'essaie, Monique. » J'ai souri faiblement. « Comment va Laurent? Comment vont les choses à l'entreprise ?» Le visage de Monique s'est assombri. « Pas facile, Élie. Ton fils, il fait beaucoup de changements. Il a licencié près d'un tiers du personnel, y compris ceux qui étaient avec Hugo depuis le début. Laurent s'accroche, mais la rumeur dit que la prochaine vague de licenciements ne va pas tarder. Mais Noël Templeton ne devrait-il pas être aux commandes de l'entreprise maintenant? Antoine a obtenu une ordonnance de référé interdisant tout changement de direction jusqu'à ce que son procès soit résolu, a expliqué Monique. Donc pour l'instant, il reste en charge. Et Ellie, elle a baissé la voix. Il dit des choses terribles sur toi. Il dit que tu as manipulé Hugo pour avoir de l'argent, que tu ne t'es jamais soucié de l'entreprise et que maintenant tu veux la détruire. Ce n'est pas vrai, Monique. Je n'ai même pas su le contenu du testament avant la lecture officielle. Je te crois, ma chérie. Monique m'a serré la main. Laurent et moi te connaissons depuis 30 ans, mais les autres, certains des nouveaux employés, pourraient le croire. Je suis rentrée chez moi d'humeur dépressive. Tout appétit avait disparu, et je suis restée assise dans la cuisine, à regarder fixement par la fenêtre. Est-ce que toute la ville allait maintenant me juger, croire aux accusations malveillantes d'Antoine? Pascal m'a accueilli dans son bureau avec son habituelle attitude professionnelle, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. « Des nouvelles. » Oui, et ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Antoine a engagé l'un des cabinets d'avocats les plus agressifs de la région, Bernard, Howard et Associés. Ils sont connus pour leur tactique qui consiste moins à gagner des procès au tribunal qu'à épuiser leurs adversaires au point qu'ils acceptent des règlements défavorables. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que nous sommes partis pour un combat long et sale, a soupiré Pascal. Ils utiliseront toutes les méthodes, du retardement du processus aux tentatives de salir votre réputation. Ils ont déjà commencé, à ce que j'entends. J'ai hoché la tête en me souvenant de ma conversation avec Monique. Mais nous avons un avantage, a poursuivi Pascal. Le testament est impeccable. Il y a un rapport médical sur la capacité de votre mari,
et il y a des preuves claires qu'Antoine a violé les termes du testament. Nous devons juste résister à la pression et ne pas flancher. Je suis prête à me battre, ai-je dit fermement. Il ne s'agit pas d'argent, Pascal. Il s'agit de justice et de la mémoire d'Hugo. Il voulait que son héritage soit préservé, pas vendu à la découpe pour un profit rapide. Les jours suivants sont devenus un tourbillon de conseils juridiques, de documents et de dépositions. Pascal avait raison. Les avocats d'Antoine ont utilisé toutes les failles pour retarder le processus. Ils exigeaient de plus en plus de documents, contestaient chaque déclaration que nous faisions, déposaient des requêtes les unes après les autres. Mais le plus difficile n'était pas les batailles juridiques, mais l'oppression émotionnelle, les rumeurs qu'Antoine répandait en ville. À plusieurs reprises, en sortant de la maison, j'ai surpris les regards de mes voisins. Une fois, au supermarché, la caissière, toujours amicale, m'a à peine dit bonjour. Et quand je suis allée à mon café préféré où Hugo et moi prenions souvent le petit déjeuner le week-end, le propriétaire m'a ostensiblement installé à une table dans le coin le plus éloigné, même si l'endroit était presque vide. Un de ces jours, en rentrant d'une réunion avec Pascal, j'ai remarqué une voiture familière devant ma maison. Noël Templeton m'attendait, assis sur les marches de la véranda. « Salut Ellie », il s'est levé en me voyant. « J'espère que tu ne m'en veux pas de cette visite impromptue. » Bien sûr que non. J'étais heureuse de voir un visage amical. « Entre. » J'allais justement préparer du thé. Nous nous sommes installés dans la cuisine, l'endroit le plus confortable de la maison, de l'avis d'Hugo. Noël avait l'air inquiet. « Comment tiens-tu le coup ?» a-t-il demandé en prenant une tasse de thé. « J'ai connu des jours meilleurs, ai-je répondu honnêtement. Antoine, il fait tout ce qu'il peut pour me salir, et beaucoup de gens semblent le croire. Les gens aiment les commérages, a soupiré Noël. Mais ceux qui te connaissent vraiment ne croiraient jamais de telles absurdités. Et comment vont les choses avec l'entreprise ? J'ai entendu dire qu'Antoine en a obtenu le contrôle temporaire. Oui, et il en profite pleinement. Noël a froncé les sourcils. Licenciement massif, renégociation de contrats en faveur de partenaires douteux, vente de certains actifs. C'est comme s'il voulait presser tout ce qu'il peut de l'entreprise tant qu'il en a encore le contrôle. Mais pourquoi ? C'est son héritage, son avenir. Pourquoi détruire ce que son père a construit ? Je pense qu'il se prépare au pire, a dit Noël, pensif. S'il perd le procès, il veut maximiser ses profits. Et s'il gagne, il pourra toujours rejeter la faute des décisions imprudentes sur la direction précédente. C'est terrible. J'ai secoué la tête. Hugo ne supporterait pas ça. C'est pourquoi je suis ici, Ellie. Noël s'est redressé. Je ne peux pas rester les bras croisés à regarder l'œuvre de la vie d'Hugo être ruinée. Mes avocats travaillent pour faire lever l'injonction temporaire, mais cela va prendre du temps. En attendant, je rassemble des informations sur les actions d'Antoine, des preuves documentaires qu'il nuit intentionnellement à l'entreprise. Et comment puis-je aider ? J'ai besoin de témoins, a répondu Noël. Des gens qui peuvent confirmer qu'Hugo était sain d'esprit quand il a fait son testament et que vous ne lui avez pas mis la pression. Et aussi, des gens qui peuvent me parler du comportement d'Antoine après la mort de son père. J'ai réfléchi. En effet, beaucoup de vieux amis d'Hugo m'avaient appelé pour me présenter leurs condoléances après sa mort. Certains étaient même passés. Ils pourraient attester qu'Hugo avait gardé un esprit clair jusqu'à ses derniers jours. Je vais leur parler, ai-je acquiescé. Et autre chose, j'ai des enregistrements de conversations avec Antoine. Après qu'il ait bloqué mes cartes, j'ai commencé à enregistrer nos conversations téléphoniques, au cas où. Il y a ses aveux qu'il a temporairement restreint mon accès à l'argent et qu'il allait optimiser mes dépenses ménagères. Les yeux de Noël se sont illuminés. C'est très précieux, Ellie. C'est la preuve directe qu'il a violé les termes du testament. Nous avons parlé pendant une autre heure, dressant une liste de témoins potentiels et discutant de la stratégie. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je n'étais pas seule dans ce combat. Le lendemain, j'ai commencé à appeler de vieux amis et connaissances. Beaucoup ont exprimé leur soutien et leur volonté d'aider, bien que certains aient évité une réponse directe par crainte de s'ingérer dans un conflit familial. Mais même quelques témoins suffisaient à confirmer qu'Hugo était sain d'esprit et que personne ne lui avait mis la pression. Cependant, moins d'une semaine plus tard, des appels étranges ont commencé. D'abord, Martine a signalé qu'un jeune homme qui s'est présenté comme l'assistant d'Antoine était venu la voir. Il a laissé entendre que si elle donnait le bon témoignage, elle pourrait s'attendre à une généreuse récompense.
Martine a refusé et m'a immédiatement appelé. Puis Christian Weber, l'ancien directeur financier de l'entreprise d'Hugo, récemment retraité, a appelé. Il a dit que les gens d'Antoine lui avaient également rendu visite, mais avec une offre différente. S'il soutenait la théorie de l'incapacité d'Hugo, on lui garantirait un poste de consultant avec un salaire très attractif. Je les ai envoyés au diable, Ellie, a dit Christian. Hugo n'était pas seulement mon patron. C'était mon ami. Je ne vais pas salir sa mémoire pour de l'argent. J'ai transmis ces informations à Pascal et elle était indignée. C'est de la subornation de témoins. Nous pouvons déposer une plainte au tribunal. Avons-nous des preuves? Malheureusement, seulement les paroles de vos amis. Pascal a soupiré. Les hommes d'Antoine sont assez malins pour ne laisser aucune trace. Le même jour, Noël m'a appelé avec des nouvelles. Ellie, nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. Il s'avère qu'Antoine est en train de négocier la vente des principaux actifs de l'entreprise à un conglomérat appelé Global Industries. Il prévoit de se débarrasser de toute l'entreprise. Mais pourquoi? J'étais choquée. Il a toujours dit que l'entreprise était son avenir, son héritage. Apparemment, après la mort d'Hugo, ses priorités ont changé, a répondu sombrement Noël. Global offre un prix très attractif, mais ils ont la réputation de piller les entreprises, de les acheter, de les vendre à la découpe et de licencier le personnel. Si cette transaction se réalise, il ne restera plus rien de l'œuvre de la vie d'Hugo. Ce soir-là, j'ai entendu frapper à la porte. Sur le seuil se tenait Antoine. Pour la première fois en un mois, depuis la lecture du testament. Il avait l'air fatigué et défait malgré son costume impeccable. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé sans saluer. Je me suis reculé en silence, le laissant entrer dans la maison. Nous sommes entrés dans le salon et nous nous sommes assis dans les fauteuils l'un en face de l'autre, comme des étrangers. « Pourquoi es-tu venu, Antoine ?» ai-je demandé lorsque le silence est devenu insupportable. « Pour proposer un arrangement. » Il a détourné le regard, ne me regardant pas. Ça n'a pas de sens. Dépenser de l'argent en avocat, ruiner la réputation de la famille. Quelle est ton offre? Tu renonces à tes droits sur l'entreprise et à la moitié de l'héritage, et en retour, tu obtiens cette maison en pleine propriété et une pension mensuelle de 8 000 €, plus que suffisant pour une vie confortable. J'ai regardé mon fils attentivement, essayant de deviner ce qui se cachait derrière. Et l'entreprise? Tu vas la vendre à Global Industries? Ses yeux se sont agrandis de surprise pendant un moment. Mes plans pour l'entreprise ne te concernent pas. Si, ils me concernent, Antoine. C'est l'œuvre de la vie de ton père. Il n'a pas construit cette entreprise pour que tu la vendes pour un profit rapide. Tu n'as pas à juger les décisions d'affaires. Il s'énervait. Tu as été femme au foyer toute ta vie. Qu'est-ce que tu connais aux affaires modernes? Assez pour voir quand quelqu'un agit par cupidité plutôt que par bon sens. Je suis resté calme. La réponse est non. Je n'accepterai pas ton offre. Le testament de ton père doit être exécuté comme il le voulait. Antoine s'est levé brusquement. Alors, tu t'en prendras à toi-même. Tu crois que tu as une chance de gagner au tribunal? Je vais te détruire. Tu te retrouveras sans argent, sans réputation, sans amis. Je m'en occuperai. Tu me menaces, Antoine. Je me suis levé aussi. Le regardant droit dans les yeux. Ta propre mère. Je protège ce qui m'appartient de droit, a-t-il crié. Père a gagné cet argent pour me le donner, à moi, son fils et héritier. Et toi et ce vieux comploteur Templeton voulez tout prendre. Personne ne prend rien, ai-je objecté. Tu as tout perdu quand tu as cru pouvoir me traiter comme un fardeau. Papa était fou, Antoine a martelé du poing sur la table. Il était faible et influençable et tu en as profité. Tu sais que ce n'est pas vrai, j'ai secoué la tête, et le tribunal le saura. Nous avons des témoins, des rapports médicaux, des enregistrements de conversation. Nous avons la preuve que tu prévois de vendre l'entreprise contre la volonté de ton père. Le visage d'Antoine s'est tordu de colère. Templeton, ce maudit vieil homme. Il m'espionne. Il a fait un pas vers moi. Écoute-moi attentivement. C'est ma dernière tentative de régler cela à l'amiable. Si tu n'acceptes pas l'offre d'ici la fin de la semaine, les conséquences seront désagréables. Tu me menaces. Je n'ai pas reculé d'un pas. Que vas-tu faire, Antoine? Il m'a regardé avec une froideur que je reconnaissais à peine comme celle de mon fils.
Je trouverai un moyen, a-t-il dit doucement. Crois-moi, je trouverai un moyen de te faire regretter ta décision. Sur ces mots, il s'est dirigé vers la sortie. Il s'est arrêté à la porte et a ajouté sans se retourner. 3 jours, maman. Tu as 3 jours pour te ressaisir. Le matin du procès, le ciel était couvert. Des nuages bas planaient sur Bois-Joli, promettant la pluie, et le vent soufflait les feuilles mortes dans les rues. Je me tenais à la fenêtre de ma chambre, observant la nature refléter mon état intérieur. Un mélange d'anxiété, de fatigue et d'une étrange détermination. 3 mois de bataille juridique m'avaient épuisé jusqu'à la limite. Des réunions sans fin, des témoignages de témoins, des montagnes de documents, des experts, des contre-experts. Parfois, j'avais l'impression que cela n'en finirait jamais. Antoine et ses avocats avaient utilisé toutes les astuces juridiques pour faire traîner le processus, pour m'user, pour me faire abandonner. Mais j'ai tenu bon, en grande partie grâce au soutien de Pascal et de Noël. L'épreuve la plus difficile fut les jours où j'ai témoigné. Assise devant le juge et les jurés, sentant le regard froid et hostile de mon fils, répondant aux questions provocatrices de ses avocats, qui tentaient de me dépeindre comme une manipulatrice calculatrice ayant profité de la maladie de son mari pour s'enrichir. C'était atroce, mais la vérité était plus forte. Les rapports médicaux ont confirmé qu'Hugo était resté lucide jusqu'à ses derniers jours. Des témoins, médecins, infirmières, amis ont raconté à quel point il était resté clair d'esprit malgré sa maladie. Et les enregistrements de mes conversations avec Antoine ainsi que les témoignages de responsables de l'entreprise ont prouvé qu'il avait bel et bien violé les termes du testament en essayant de me priver de mes moyens de subsistance et de vendre l'entreprise de son père. Maintenant, 3 mois épuisants plus tard, devait avoir lieu l'audience finale au cours de laquelle le juge annoncerait sa décision. Pascal est venue me chercher à 9 heures. Elle était inhabituellement silencieuse sur le chemin du tribunal. « Tout va bien ?» ai-je demandé en remarquant ses doigts tapoter nerveusement sur le volant. « Oui, je suis juste, inquiète », a-t-elle admis avec un léger sourire. « Mais vous ne devriez pas l'être. Nous avons fait tout notre possible, et je suis confiante en notre position. Mais je n'ai jamais eu une affaire dans ma carrière qui signifiait autant pour moi. » J'ai été touchée par ces mots. « Merci, Pascal. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je vous suis reconnaissante de votre soutien. » Noël nous a retrouvés devant le palais de justice. Il avait l'air tendu mais déterminé. « Prête ?» a-t-il demandé en m'offrant son bras. « Aussi prête que je peux l'être », ai-je répondu en acceptant son soutien. Nous sommes entrés dans la salle d'audience, déjà bondée de journalistes des journaux locaux, de citadins curieux, et bien sûr, d'Antoine et de ses avocats. Mon fils était assis droit, le visage de pierre et ostensiblement confiant, mais je l'ai remarqué tripoter nerveusement ses boutons de manchette, une habitude d'enfance qui se manifestait dans les moments d'excitation. Quand le juge Hardy est entré dans la salle, tout le monde s'est levé. Cet homme âgé, au regard perçant et à la voix calme, inspirait le respect. Tout au long du procès, j'ai pu me convaincre de son impartialité et de son attention aux détails. « Veuillez vous asseoir », a-t-il dit en prenant place. « Aujourd'hui, je vais annoncer le jugement dans l'affaire du testament d'Hugo Dubois. Je dois dire que cela a été une affaire difficile, impliquant des questions à la fois juridiques et profondément personnelles. J'ai examiné attentivement toutes les preuves présentées, les témoignages des témoins et les expertises. » Il a fait une pause, comme pour rassembler ses pensées, et a continué. La première question à examiner était « Hugo Dubois était-il sain d'esprit lorsqu'il a rédigé son testament ?» Sur la base des rapports médicaux et des témoignages, le tribunal a conclu que malgré sa grave maladie, M. Dubois était lucide et pleinement conscient de la portée de ses actes lorsqu'il a rédigé son testament. Il n'y a aucune preuve qu'il ait subi des pressions ou qu'il ait été trompé. J'ai senti la tension se relâcher un peu. Le premier point, et le plus important, était en notre faveur. Le deuxième point était, les termes du testament ont-ils été violés par l'héritier, Antoine Dubois ? Selon le testament, Antoine Dubois devait prendre soin de sa mère, Éléonore Dubois, en lui assurant une vie confortable à un niveau au moins égal à celui auquel elle était habituée. Le tribunal a constaté qu'après le décès d'Hugo Dubois, son fils a pris les mesures suivantes. Blocage de l'accès de Madame Dubois au compte bancaire, restriction significative de son entretien financier, tentative de vente de la maison familiale sans son consentement, et diffusion d'informations diffamatoires sur sa réputation. Le juge a tourné la page et a poursuivi. Toutes ces actions sont en violation directe des volontés du défunt Hugo Dubois telles qu'exprimées dans son testament.
De plus, le tribunal a constaté qu'Antoine Dubois a intentionnellement caché à sa mère des informations sur le contenu du testament et la date de sa divulgation formelle, ce qui témoigne également de sa mauvaise foi. J'ai jeté un coup d'œil à Antoine. Il était immobile, mais son visage était pâle, et ses doigts serraient les accoudoirs de sa chaise. Au vu de ce qui précède, la voix du juge devint encore plus formelle. Le tribunal juge que le testament d'Hugo Jacques Dubois est valide à tous égards. Les termes du testament sont par la présente déclarés avoir été violés par Antoine Dubois. En conséquence, une répartition alternative de l'héritage entre en vigueur. 50% de tous les actifs reviennent à Éléonore Dubois. La participation de contrôle dans Dubois Industriel revient à Noël Templeton. 30% des actifs restants demeurent la propriété d'Antoine Dubois. 10% sont versés à une fondation caritative pour le soutien des jeunes ingénieurs. La salle a murmuré. Pascal m'a serré la main et Noël a poussé un soupir de soulagement. Nous avions gagné. Justice avait été rendue. De plus, a poursuivi le juge, couvrant le murmure des voix, le tribunal ordonne à Antoine Dubois de payer les frais de justice du demandeur. Le tribunal rejette également la demande reconventionnelle d'Antoine Dubois en annulation du testament de son père comme étant non fondée. Le jugement est exécutoire immédiatement. Il a frappé avec son marteau et la salle s'est de nouveau remplie de voix. Les journalistes se sont précipités vers la sortie pour transmettre la nouvelle aux rédactions. Noël et Pascal me félicitaient, mais je regardais mon fils. Antoine était assis, immobile, comme abasourdi, tandis que ses avocats lui expliquaient quelque chose avec ferveur. Puis il s'est levé brusquement et s'est dirigé vers la sortie sans un regard dans ma direction. Nous sommes sortis du palais de justice sous une pluie fine. Quelques journalistes nous ont entourés, demandant des commentaires, mais Pascal les a habilement écartés, nous donnant à Noël et à moi une chance de monter en voiture. Nous avons gagné, Ellie. Noël m'a serré la main. Hugo serait fier de toi. Oui, ai-je répondu doucement. Mais à quel prix? J'ai perdu mon fils. Tu ne l'as pas perdu aujourd'hui, a dit doucement Noël. Tu l'as perdu quand il a décidé que l'argent était plus important que la famille. C'est son choix, pas le tien. Ce soir-là, Pascal a appelé pour annoncer que l'interdiction temporaire de changement de direction avait été levée et que Noël pouvait officiellement prendre ses fonctions d'actionnaire majoritaire. Elle m'a également informé que mes comptes bancaires avaient été entièrement débloqués et que j'avais désormais accès à tous les actifs qui me revenaient en vertu du testament. Vous êtes une femme très riche maintenant, Madame Dubois, a dit Pascal. 20 millions d'euros, c'est une somme importante. Je peux vous recommander un bon conseiller financier pour vous aider à gérer ces fonds. Je l'ai remercié et j'ai promis d'y réfléchir. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps assise dans le fauteuil d'Hugo, essayant de comprendre ce qui s'était passé. 20 millions d'euros, une somme qui semblait irréelle, un argent qui me donnait une liberté et une indépendance dont je n'avais jamais rêvé. Les jours suivants se sont déroulés dans un tourbillon d'activités. Noël s'est complètement plongé dans les affaires de l'entreprise, essayant de réparer les dégâts causés par Antoine. Heureusement, l'accord avec Global Industries n'avait pas encore été finalisé, et il a été stoppé. Certains des employés licenciés ont été réintégrés, mais pas tous. Beaucoup avaient déjà trouvé de nouveaux emplois ou quitté la ville. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Antoine pendant près de 2 semaines. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais son téléphone était déconnecté. D'après Martine, il a quitté la ville juste après le procès sans dire à personne où il allait. Et puis, un soir pluvieux, il est apparu sur le pas de ma porte. Sans avertissement, sans appel, il était juste là sous la pluie, trempé et perdu. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé doucement. Je me suis reculée en silence, le laissant entrer dans la maison. Il est entré dans le salon, laissant des empreintes humides sur le parquet, et s'est arrêté près de la cheminée, tendant les mains vers le feu. « Tu es trempé, ai-je dit, en sortant un vieux pull d'Hugo du placard. Change-toi, tu vas attraper froid. » Antoine a pris le pull, mais il ne s'est pas changé. Il l'a juste tenu dans ses mains, fixant le feu. « J'ai perdu, a-t-il dit enfin. J'ai tout perdu. Mon entreprise, mon argent, ma réputation. Tu as encore 30% de ton héritage, lui ai-je rappelé. C'est beaucoup d'argent, Antoine. Tu pourrais commencer quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une question d'argent. Il a secoué la tête. C'est que j'ai déçu mon père. Il voulait que je continue son œuvre. Et moi, je l'ai ruiné. Il y avait un tel remords sincère dans sa voix que, pendant un instant, j'ai cru à son changement.
Mon cœur a tressailli. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que cette situation l'avait fait réévaluer ses valeurs. Antoine, je me suis approché. Nous faisons tous des erreurs. L'important est de les reconnaître et de les corriger. Oui, maman. Il a levé les yeux vers moi, des larmes brillant dans ses yeux. Je veux arranger les choses. J'ai été un fils terrible. Je t'ai causé tant de douleur. S'il te plaît, pardonne-moi. Il s'est agenouillé, m'entourant de ses bras. Un tel geste, une telle démonstration de remords. Et pourtant, quelque chose en moi était sur ses gardes. Était-ce trop théâtral, trop peu sincère? Lève-toi, Antoine, ai-je dit. Parlons comme des adultes. Il s'est levé, essuyant ses yeux, et s'est assis dans le fauteuil. Je me suis assise en face de lui, l'observant attentivement. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, a-t-il commencé. À ce que j'ai fait, à la façon dont je me suis comportée avec toi depuis la mort de mon père. C'est impardonnable, je sais, mais je veux essayer de réparer les choses. Comment? Ai-je demandé sans détour. Eh bien, je pense que nous pourrions recommencer à zéro. Il a fait un geste vague de la main. Oublier le passé. Essayer de reconstruire notre relation. Peut-être même, travailler ensemble. Travailler ensemble? Ai-je demandé, ne comprenant pas. Oui. Il avait cette lueur familière dans les yeux. Tu vois, j'ai toujours une participation dans l'entreprise, bien que non majoritaire, et tu as beaucoup d'argent. Ensemble, nous pourrions, racheter la part de Templeton, ramener l'entreprise dans la famille comme le voulait mon père. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas du remords ni de la réconciliation. C'était une autre tentative de manipulation, un autre plan pour reprendre le contrôle de l'argent et de l'entreprise. Antoine, ai-je dit lentement. T'attends-tu vraiment à ce que je croie en ta soudaine renaissance après tout ce que tu as fait? Maman, je suis sincère. Non. J'ai levé la main, l'arrêtant. Ne continue pas. Je vois bien que tu n'es pas ici pour faire la paix, mais pour échafauder un autre plan. Tu n'as pas changé, Antoine. Tu me vois toujours comme un simple moyen d'arriver à tes fins. Son visage a changé, le masque du remords est tombé, laissant place au calcul froid habituel. Tu as toujours été trop perspicace, a-t-il dit en se penchant en arrière dans son fauteuil. Mais réfléchis Y. N'est-ce pas une proposition gagnant-gagnant? Tu obtiens un certain contrôle sur l'entreprise. Je retrouve mon rôle de dirigeant. Templeton se retire avec une bonne somme. Tout le monde est content. Sauf les employés que tu recommenceras à licencier, ai-je souligné. Sauf les partenaires dont tu déchireras les contrats, sauf la réputation de l'entreprise, que tu es prêt à sacrifier pour un profit rapide. Ce sont les affaires, maman, a-t-il haussé les épaules. Ce n'est rien de personnel. C'était toujours personnel pour ton père, ai-je rétorqué. L'entreprise n'était pas seulement une source de revenus. C'était l'œuvre de sa vie, son héritage. Il ne l'a pas construite pour que tu la détruises par cupidité. Antoine s'est levé brusquement. Alors, tu refuses? Oui, Antoine. Je refuse, ai-je dit fermement. Et je pense que tu ferais mieux de partir. Tu le regretteras. Sa voix est devenue froide. Tu aurais pu récupérer ton fils, mais tu as choisi l'argent. Qui est calculateur et avide maintenant? Je ne choisis pas entre mon fils et l'argent, ai-je dit calmement. Je choisis entre la vérité et le mensonge, entre l'honnêteté et la manipulation. Et je ne te laisserai plus me manipuler, Antoine. Il m'a regardé avec une colère non dissimulée. Très bien. Profite de ta richesse et de ta solitude, maman. Tu ne me reverras plus jamais. Sur ces mots, il a jeté le pull d'Hugo sur le canapé et est sorti, claquant la porte si fort que les vitres ont tremblé. Je suis restée assise dans le salon, à regarder le feu dans la cheminée. Étrangement, je ne ressentais ni douleur ni déception, seulement du soulagement et de la liberté. C'était comme si les lourdes chaînes qui m'avaient liée pendant des années étaient enfin tombées. Je me suis réveillée le lendemain matin avec une sensation de légèreté inhabituelle. Pour la première fois depuis longtemps, je ne pensais ni au procès, ni à Antoine, ni à l'argent. Je profitais simplement du calme de la maison, de l'arôme du café fraîchement préparé, de la lumière du soleil qui filtrait par les fenêtres. Après le petit déjeuner, j'ai appelé Noël et lui ai raconté la visite d'Antoine. Il n'abandonne jamais, a soupiré Noël. Mais ne t'inquiète pas, Ellie. Je ne lui vendrai pas ma part, pour rien au monde.
L'entreprise est entre de bonnes mains. Je sais, ai-je souri. Et je te fais confiance, Noël. Hugo a eu raison de te choisir. Après la conversation, je suis resté longtemps dans le bureau d'Hugo, à regarder de vieilles photographies et des lettres. Tant de souvenirs, tant d'années passées ensemble. J'avais toujours vécu pour les autres. D'abord pour mon mari, puis pour mon fils. Je m'étais toujours adapté, j'avais cédé, j'avais fait passer leurs intérêts avant les miens. Et maintenant, à 67 ans, pour la première fois, j'étais vraiment libre. Libre de prendre mes propres décisions, libre de suivre mon propre chemin, libre de vivre pour moi-même. C'était effrayant et excitant à la fois. Le soir, j'ai sorti une vieille boîte rangée dans le grenier, mes rêves, comme je l'appelais. J'y mettais des coupures de magazines, des brochures, des notes sur les endroits que je voulais visiter, les choses que je voulais faire. Hugo avait toujours considéré ses désirs comme des caprices, une perte d'argent et de temps. « Pourquoi veux-tu voir Venise ou Paris ?» disait-il. « Qu'est-ce que tu n'as pas vu là-bas ? Quand j'aurai terminé un contrat important, nous irons à Nice. C'est beau là-bas aussi. Nous ne sommes jamais allés en Europe. Il y avait toujours des choses plus importantes à faire, des contrats plus urgents, des façons plus pratiques de dépenser l'argent. » J'ai étalé de vieilles coupures sur la table. Les canaux de Venise, la tour Eiffel, les îles grecques, les jardins japonais. Tant d'endroits que je rêvais de voir. Tant d'expériences dont je m'étais privé. Il est temps de réparer ça, ai-je pensé en sortant un nouveau carnet. Sur la première page, j'ai écrit mon plan pour ma nouvelle vie. Le premier point était un voyage en Italie. J'avais toujours rêvé de voir Venise, de me promener dans les rues étroites de Florence, de visiter les musées de Rome. Le deuxième était un cours de photographie. J'ai toujours aimé la photographie mais je n'ai jamais développé ce passe-temps sérieusement. Le troisième était l'amélioration du jardin derrière la maison. Le quatrième était de faire du bénévolat à la bibliothèque locale, et ainsi de suite. Point par point, l'image d'une nouvelle vie, ma vie, prenait forme. Le lendemain, j'ai appelé une agence de voyage et j'ai réservé un circuit en Italie débutant dans un mois. Ensuite, je me suis inscrite à un cours de photographie qui commençait la semaine suivante. Et le soir, j'ai retrouvé Martine et je lui ai parlé de mes projets. « Je suis si heureuse pour toi, Ellie », a-t-elle dit sincèrement. « Tu mérites cette liberté, ce bonheur. » « Tu sais, » ai-je dit pensivement, « il m'a fallu 67 ans pour réaliser une vérité simple. La vie nous est donnée une seule fois et elle n'appartient qu'à nous. Pas à nos maris, pas à nos enfants, pas à la société, mais à nous-mêmes. Et nous avons le droit de la vivre comme bon nous semble. Mieux vaut tard que jamais, a souri Martine en levant son verre de vin. À ta nouvelle vie, Ellie. À ma nouvelle vie, ai-je répété en écho, sentant la chaleur de la confiance et de l'anticipation en moi. Je n'avais pas pardonné à Antoine, et je ne le ferai probablement jamais. La blessure causée par sa trahison était trop profonde pour guérir complètement. Mais j'ai laissé partir la colère et le ressentiment, j'ai laissé partir le passé. Je ne regardais que vers l'avant, vers un avenir qui, pour la première fois depuis des années, n'appartenait qu'à moi.